Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur Le Grand Bleu réalisé par Luc Besson en 1988. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je tape bien volontiers sur Luc Besson quant à sa deuxième partie de carrière, ce que j'appelle la deuxième partie de carrière, à partir du moment où il a fondé EuropaCorp, même si, attention, tout n'est pas jeté chez EuropaCorp, mais pour ça, il faudrait faire une vidéo entière, peut-être que j'en ferai une d'ailleurs, mais par contre, vous ne me verrez jamais taper sur Luc Besson quant à ce que j'appelle sa première partie de carrière, c'est-à-dire la période Gaumont, qui va du dernier combat jusqu'à Jeanne d'Arc. Même si, peut-être que sur certains films, genre Le Cinquième Élément, je peux avoir beaucoup de réserves. Mais globalement, c'est une période que j'aime énormément chez Luc Besson. C'est certainement ma période préférée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce que j'aime le plus chez lui, peut-être d'un des films que je préfère de lui, à savoir Le Grand Bleu. Et si j'avais pas pu faire une vidéo de ce film, voilà comment j'aurais résumé Le Grand Bleu, un peu comme cette spectatrice en 1988 qui vient de le voir 5 fois. Voici comment elle résume Le Grand Bleu. Je pense que ça doit être la 5e fois que je vais le voir là. Il y a une sensation qui me prend, on sent la liberté. Ah, cette fameuse année 1988, dans ce Paris en mai tout ensoleillé, où j'allais voir Le Grand Bleu pour la première fois au Grand Rex et pour la première fois également en grand large. Alors Le Grand Bleu, c'est ce qu'on a appelé rapidement le film de toute une génération, et pourtant, très honnêtement, au départ, c'était pas gagné, vu que la première projo presse du Grand Bleu, qui s'est déroulée au Festival de Cannes, s'est fait clairement sous les huées, et en plus, les entrées ne suivirent pas tout de suite. Mais vous inquiétez pas, je vais y revenir dans cette vidéo. Alors pour le rôle de Jacques Mayol, le rôle principal, Luc Besson pensait à Christophe Lambert. Pourquoi Christophe Lambert? Tout simplement parce qu'il l'avait déjà dirigé dans le film Subway, et très franchement ce choix n'était pas surprenant vu que pour moi Christophe Lambert correspondait totalement au rôle. Cet homme un petit peu détaché d'une certaine réalité, cet homme un peu lunaire, aussi un peu beau gosse à l'époque, et pour moi il correspondait vraiment. Et d'ailleurs ils étaient partis en expédition, la Gaumont leur avait payé une espèce d'expédition de 3 mois en Grèce, Besson, Lambert et Jean Reno, et ils étaient partis faire des essais de plongée, et puis à la finale Christophe Lambert s'est un petit peu rétracté puisqu'il avait joué 2 ans avant Greystoke, donc la légende de Tarzan, et il voulait pas être l'acteur affilié aux animaux. Les singes pour Greystoke et l'homme poisson pour Le Grand Bleu. Alors Luc Besson a envisagé Gérard Lanvin dans le rôle, il a envisagé également Mel Gibson, et puis Mickey Rourke voulait absolument le rôle, et puis finalement, vu le tempérament un petit peu de feu de Mickey Rourke, Luc Besson s'est un petit peu rétracté sur cette question-là, et il aura préféré Jean-Marc Barr pour le rôle principal, qui était alors totalement inconnu du grand public. Alors on en vient aux fameuses critiques sur Le Grand Bleu, et comme je le disais en début de vidéo, il faut voir que quand Le Grand Bleu est sorti, parce qu'il y a eu une sortie simultanée entre l'ouverture au Festival de Cannes, dans lequel il a été présenté, et la sortie salle, c'était sorti quasiment en même temps, et très franchement, au début, il n'y avait pas beaucoup d'entrées pour ce fameux Grand Bleu. Et en gros, les critiques disaient pêle-mêle, le grand blues, la mer à boire, ce film manque de producteurs, de scénaristes et même de metteurs en scène, mais regardez plutôt. C'est une histoire très courte à l'intérieur du long film de Luc Besson, 2h30 sous l'eau. Et c'est l'exemple même, ce film, de ce qu'est la crise du cinéma aujourd'hui. On dit qu'il manque des producteurs, il manque des scénaristes. Le film de Luc Besson manque à la fois de producteurs, de scénaristes et même de metteurs en scène. Et Luc Besson se défend un petit peu naïvement sur cette question-là face à des journalistes aux dents acérées. Il faut savoir que j'ai 28 ans. J'ai fait que 3 films, donc je suis un bambin dans le cinéma. J'apprends mon métier. Il faut pas que les critiques qui, des fois, ont entre 30 et 50 ans, qui ont beaucoup plus de métier que moi, me tapent dessus comme ça parce que c'est pas très sympa. Mais il reste quand même des critiques positives au moment où le film sort. Les Cahiers du cinéma, oui, tu as bien entendu, Les Cahiers du cinéma, qui dit Luc Besson ne prend pas le risque de vouloir en mettre plein la vue aux spectateurs. Il préfère varier le bleu, fabriquant un matelas profond sur lequel le spectateur pourra rêver. Il y a également François qui remarque que tout est exceptionnel dans ce beau film, et Le Monde va dire très beau, inclassable et déconcertant. Inclassable et déconcertant, pour moi, 2 adjectifs qu'on peut vraiment attribuer au Grand Bleu. Le Grand Bleu se penche autant sur l'amour des dauphins que sur le vertige intérieur de son plongeur métaphysique. Alors il faut quand même souligner que Le Grand Bleu est le premier film de Luc Besson tourné en anglais. Alors il va réitérer l'expérience bien sûr avec Léon, Le Cinquième Élément et Jeanne d'Arc.
et même je pense d'autres films après, hein. Même je crois que ça va jusqu'à Valérian, hein. Il tournera quasiment tous ses films en anglais. Et évidemment, on ne peut pas parler du Grand Bleu sans évoquer la musique d'Éric Serra. Pour moi, Éric Serra, c'est à 70% ce qui donne l'identité des films de Luc Besson, et quasiment sur chaque film de Luc Besson, que ce soit Le Dernier Combat, que ce soit Subway, que ce soit évidemment Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Cinquième élément et tout ce que tu veux. Pour moi, les films de Besson sont indissociables de la musique d'Éric Serra. C'est ce qui leur donne vraiment la caractérisation de son univers à Besson, vraiment, je trouve, la musique d'Éric Serra. Alors par contre, la BO, elle est saluée par la critique. Elle est plébiscitée par le public qui se vendra à des millions d'exemplaires. Tout le monde va s'arracher à l'époque la BO du Grand Bleu. Et puis surtout, c'est la bande originale que tu peux presque écouter sans que le film te manque. Moi, je me souviens à la sortie de la salle, bien sûr, je me suis précipité à acheter immédiatement la BO du Grand Bleu. Et je sais que quelques mois après, on n'avait pas les VHS tout de suite. Je pouvais l'écouter sans problème comme j'écoutais un album de musique normal, quoi. Et c'était ça aussi la force de cette BO. C'est aussi la force de beaucoup de BO d'Éric Serra, sans problème. Et puis surtout, cette musique du Grand Bleu où tu as vraiment l'impression qu'Éric Serra, il est allé chercher des sons au fond de la mer. Alors effectivement, il essaye de reproduire des sons de baleines, des cris de dauphins, etc. Tu as des sons, mais totalement improbables, des sons qu'il a dû faire au clavier avec divers instruments, mais des sons vraiment qui rappellent l'océan, qui rappellent la mer, qui rappellent les profondeurs même. C'est juste phénoménal cette BO. En plus de faire des morceaux planants, beaux, romantiques, cette BO pour moi c'est limite presque un chef-d'œuvre. À propos de la BO, il faut savoir que la version américaine du film qui s'appelle The Big Blue, qui a été donc vendue aux États-Unis et distribuée là-bas par la Fox, et oui, il existe une version américaine de ce film que je ne vous recommanderai pas tellement elle a été charcutée, tellement tout a été changé. Et ben il faut savoir que la BO n'est pas signée Éric Serra sur The Big Blue, mais Bill Conti. Alors, vous connaissez tout l'amour que je porte à Bill Conti, je le défends dans chaque vidéo que je fais récemment, notamment celle sur Rocky et tout ça. Bien sûr que c'est un grand compositeur, bien sûr que sur des films comme Rocky ou d'autres films, c'est impensable de remplacer un Bill Conti. Par contre, si c'est impensable de remplacer un Bill Conti, pour moi, c'est impensable de remplacer un Éric Serra. Et bien, figurez-vous que le distributeur aux États-Unis, en tout cas le producteur qui s'est emparé des droits pour le diffuser aux États-Unis, Le Grand Bleu, et ben il a dit on va changer toute la BO et on va prendre Bill Conti pour faire toute la BO. Et clairement, là, pourtant, j'adore Bill Conti, mais là, franchement, je dis non. Voilà ce que ça donne. Alors, non pas que la BO en soi soit mauvaise, mais c'est que pour moi, ça dénature absolument tout le film, notamment même sur le premier plan d'ouverture. Alors c'est sûrement aussi parce qu'on est trop habitué à la musique d'Éric Serra, mais pour le coup, je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'âme du film, et moi j'ai pu voir d'autres séquences du film avec la musique de Bill Conti, et je trouve qu'on dénature tout en fait. Il y a une volonté de le faire un peu à l'américaine. Besson le dira lui-même, il y a beaucoup de ces films qui n'ont pas marché aux États-Unis. Pourtant, à l'époque, en France, on disait « Oh là là, c'est Spielberg français, etc. etc. » Mais moi, j'ai jamais pensé ça. Moi, j'ai toujours trouvé que le cinéma de Besson, en tout cas dans la période évidemment Gaumont, c'était un cinéma très français au contraire. C'est pas parce qu'effectivement il a dynamité un peu le cinéma français en faisant plus de films de genre et en apportant autre chose que du cinéma post-nouvelle vague un peu plan-plan, que d'un seul coup, ça y est, c'était du cinéma américain. Le cinéma de Besson, il est profondément français. Et le truc, c'est que les producteurs américains sur Le Grand Bleu veulent absolument tout changer, ça va même jusqu'à la fin du film, qui est complètement modifié. Alors attention, spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu Le Grand Bleu, mais je rappelle comment se finit Le Grand Bleu. Jean-Marc Barr descend dans les profondeurs, il décide de quitter la Terre pour aller dans la mer et finalement mourir dans la mer, un dauphin l'entraîne et hop, ça se termine comme ça. En revanche, la fin dans la version américaine est totalement modifiée où tu as exactement la même chose, Jean-Marc Barr descend, le dauphin vient le chercher et par contre, pour finir sur un beau happy end, on montre Jean-Marc Barr nageant avec les dauphins et hop, le film se termine comme ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas montrer Jean-Marc Barr mourant dans la mer. Non, il fallait finalement montrer qu'il vivait et qu'il était avec les dauphins et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y avait une volonté de la part des producteurs américains de ne même pas respecter la volonté première de Luc Besson, c'est-à-dire de faire mourir son personnage. Non, on restait sur un happy ending traditionnel américain et c'est pour ça que je ne vous recommanderai jamais cette version américaine du Grand Bleu. Et ça va même jusqu'au trailer de la version US que tu peux voir sur YouTube. Ils essayent d'en faire un espèce de film d'aventure, alors que Le Grand Bleu, c'est absolument pas ça, quoi.
Alors maintenant, je vais passer rapidement sur plusieurs scènes marquantes du Grand Bleu. Déjà, pour moi, quelque chose qui me marque toujours, qui m'impressionne toujours, c'est cette ouverture, donc où tu as la caméra qui surplombe la mer dans un travelling avant qui va assez vite. Donc technique qui va réitérer sur des films comme Nikita, sur Léon, même sur Le Cinquième Élément. Et tu as cette ouverture super impressionnante où il filme l'horizon de la mer comme ça. Ce qui m'impressionne toujours, c'est que cette séquence est en noir et blanc. C'est-à-dire qu'on te vend depuis le début le bleu, la couleur bleue, et lui, il ouvre son film sur l'inverse de ça, sur du noir et blanc, parce qu'on est dans un flashback en 1965 en Grèce. Et le fait est que ça marche. Déjà, Luc Besson, par cette scène d'introduction, te plonge littéralement dans son film, te met un peu au-dessus de la mer et t'emmène dans son odyssée, t'emmène dans son voyage. Alors Le Grand Bleu, c'est l'histoire d'un homme-enfant pour moi. C'est l'histoire d'un homme-enfant totalement déconnecté. C'est l'histoire d'un homme qui n'est pas adapté à la vie terrestre et qui est adapté à la vie sous-marine. C'est l'histoire de quasiment d'un extraterrestre en fait qui est arrivé quoi. C'est un personnage qui est tiraillé entre deux mondes. C'est un personnage qui ne peut pas vivre avec nous et qui peut vivre que dans la mer. Et ça, c'est la thématique principale du film. C'est-à-dire que Besson va mettre beaucoup ça en avant. Peut-être bien plus que cette histoire de rivalité. Peut-être bien plus que cette histoire de qui va devenir le meilleur plongeur. En vérité, c'est comment un homme déconnecté de la réalité, qui n'est pas adapté à la vie terrestre, comment peut-il vivre justement avec les êtres humains. Et ça va être accentué par beaucoup de scènes. Par exemple, je pense à la scène où tu as un Jean-Marc Barr qui sort comme ça de l'eau au ralenti au moment où il fait une première plongée. T'as Besson qui le filme au ralenti avec la musique de Serra tonitruante. Et puis au moment où il sort, tu as les dauphins pareil au ralenti qui sortent aussi de l'eau, comme s'il était en communion en fait avec eux. Il y a aussi une autre scène où il fait l'amour à Rosanna Arquette, ou alors est-ce que c'est Rosanna Arquette qui lui fait pas l'amour pour le coup, où il a un orgasme très clairement, où il a une très belle scène, vraiment une très belle scène où il filme les deux corps comme ça en train de faire l'amour, mais en même temps il y a toujours l'ambiance de la mer, l'eau qui est sous-jacente en fait dans cette scène, et à un moment tu as le personnage dans Jacques Mayol qui a un orgasme, mais tu vois qu'il se sent très très mal où il a cet orgasme, ce qui n'est pas plus sensible à l'orgasme marin entre guillemets qu'à l'orgasme que va lui procurer une femme. C'est toute la question qu'on peut se poser dans cette scène, et c'est pour cette raison que Besson filme à ce moment-là Jacques Mayol qui est dans l'eau et qui remonte à la surface, et donc tu as un paradoxe en fait entre les deux états. Est-ce qu'il n'est pas plus malheureux en ayant un orgasme typiquement humain? Alors après, tu as l'exploitation du personnage féminin de Rosanna Arquette, qui n'est pas le plus intéressant, mais qui a quand même son lot de scènes assez forte, par exemple quand elle lui annonce qu'elle veut absolument parler avec lui, limite qu'elle est enceinte, etc., qu'elle plonge comme ça dans l'eau, qu'elle veut lui parler, lui au bout de, je sais pas, 10 secondes il disparaît, et elle hurle comme ça, elle hurle son désespoir de ne pas pouvoir lui parler, de ne pas pouvoir le rattacher à elle, vu qu'elle est super amoureuse de lui, mais qu'elle n'arrive pas à le ramener sur Terre en fait. Tu as également la mort de son ami Enzo qui est très touchante, puisque pendant tout le film on va te développer cette rivalité et cette amitié, et c'est peut-être le seul truc que je pourrais reprocher au film. C'est-à-dire que pour que la rivalité se sente un peu mieux, moi ce que j'aurais fait dans les séquences, par exemple dans 1965 en Grèce, au lieu de les mettre déjà rivaux enfants, moi je les aurais mis vraiment amis, sans rivalité. On aurait pour le coup plus senti, si tu veux, étant adulte, leur rivalité. Bon, là, on la sent aussi, bien évidemment, mais tout ça vient du personnage d'Enzo qui, lui, ne supporte pas que Jacques Mayol puisse être plus fort que lui. Mais en même temps, le film développe aussi cette amitié, cette camaraderie, cette complicité qu'ils ont, cette espèce de délire un peu amour-haine, quoi, comme deux frères qui se détesteraient. Enfin, c'est très bizarre la relation qu'ils ont, mais elle est quand même bien montrée, et ça renforce évidemment l'immense tristesse que tu ressens, toi, à ce moment-là, en tant que spectateur, quand Enzo meurt. Et tout ça va entraîner la scène peut-être la plus impressionnante du film, cette scène de cauchemar, mise en scène totalement hallucinatoire, où la mère va venir chercher le personnage principal, c'est-à-dire Jacques Mayol, avec une musique pour le coup, pour la première fois, assez menaçante de la part d'Eric Serra. À ce moment-là, on n'est plus dans des délires un peu planants, dans des choses un peu romantiques. Là, on est vraiment dans la menace de la mère qui semble lui dire « Maintenant, ça suffit, t'as assez donné avec les humains, t'as assez donné avec la Terre, il faut que tu viennes rejoindre la mer, parce que c'est là que tu dois être, et quelque part, c'est là que tu dois mourir. » Et c'est à ce moment-là que le personnage part dans un délire un peu hallucinatoire, dans un paradis, en fait, on va voir que des dauphins, en fait, nager entre eux, avec une superbe musique, bien évidemment, et va s'en suivre sa décision d'aller dans la mer et de mourir dans la mer, parce que c'est là qu'il doit être, en gros. Il ne peut pas être ailleurs. Et là, cette fameuse fin où tu as une espèce de lumière blanche qui l'envahit un peu dans les ténèbres, et donc le dauphin qui vient le chercher et qui l'emmène certainement vers son paradis.
Alors quand on parle du Grand Bleu, il faut évidemment évoquer le véritable Jacques Mayol, qui n'est pas vraiment, qui ne ressemble pas au personnage du film. Le vrai Jacques Mayol était plus extraverti que celui du film, mais cependant le film de Luc Besson l'a propulsé sur le devant de la scène, lui offrant une médiatisation qui dépassait le cercle des amateurs de plongée. Le succès du Grand Bleu s'est révélé doux amer pour Jacques Mayol à la sortie du long métrage, a souffert plus que jamais de la solitude. J'ai été témoin de la souffrance et de la frustration que lui a causé la popularité du film. Quand un être humain se voit dépossédé de son histoire et de la magie qu'il a créée, c'est une petite tragédie, expliquera Jean-Marc Barr dans le dossier de presse du documentaire L'homme dauphin sur les traces de Jacques Mayol. Toujours hanté par ses démons intérieurs, l'apnéiste s'est donné la mort en 2001 à l'âge de 74 ans dans sa résidence italienne. Alors pourquoi Jean-Marc Barr dit ça? Parce qu'il aura un problème en fait avec le film, Jean-Marc Barr, au fur et à mesure des années, peut-être une certaine aigreur, et ce qui fait qu'il va sortir quelques piques à l'encontre de Luc Besson, à l'encontre du film. Par exemple, il dira, c'est l'histoire d'un type confus qui a transféré son homosexualité latente sur un poisson. Et Jean-Marc Barr a sorti plusieurs vannes comme ça au fur et à mesure des années. On lui demandait alors, racontez-nous le film Le Grand Bleu et tout ça. Et à chaque fois, il balançait des vannes donc sur les films de Luc Besson, notamment beaucoup sur Le Grand Bleu. Et c'est vrai que même si le parallèle peut paraître assez rigolo, pour moi l'interprétation de cet homme-là, et je le répète, pour moi c'est un homme enfant, c'est un homme qui ne comprend pas en fait les réalités, les besoins des humains, mais qui va plus répondre à l'appel de la mer. Et on le voit par exemple dans une scène avec Rosanna Arquette où il a couché avec elle, et puis la séquence d'après, il va dans la mer rejoindre les dauphins. Et tu sens qu'il est beaucoup plus heureux finalement dans les bras de la mer que dans les bras de Rosanna Arquette. Donc ça montre bien en fait son état d'esprit. C'est comme un homme enfant qui ne comprend pas les réalités de la vie, mais qui comprend les réalités de la mer. Et ça d'ailleurs c'est souligné par la partition d'Eric Serra, avec un superbe morceau qui s'appelle Synchronized Instant dans la BO, où tu entends ce fameux morceau quand Rosanna Arquette et lui couchent ensemble, et tu entends le même thème, mais de façon un petit peu différente, quand il communie encore une fois de plus avec la mer et les dauphins. Ça montre bien qu'il est partagé en fait entre l'amour humain et l'amour de la mer. Et à force de boutades et de blagues sur les films de babysitter de Luc Besson, l'acteur franco-américain s'est fait, sans en avoir conscience véritablement, un ennemi dans l'industrie du cinéma. 6 années passent avant que Jean-Marc ne croise de nouveau Luc. Il l'aperçoit un jour de fête au second mariage de Jean Reno. Tout sourire, Jean-Marc Barr s'avance vers le réalisateur qui l'a rendu célèbre, Luc le toise, et refuse de lui serrer la main. Aujourd'hui, le comédien ne cache plus ses réserves sur le film, le qualifiant de fable, trahissant l'identité et la philosophie de Jacques Mayol. Et puis pour tous ceux qui ont vu comme moi Le Grand Bleu 1 milliard de fois, à la fin du film, il y a un petit message de Luc Besson qui dédie ce film à sa fille Juliette. Alors il faut savoir que cette jeune fille Juliette, il l'a eue avec l'actrice Anne Parello, bien avant de tourner Nikita. Et cette fille étant enfant, elle avait de graves problèmes de santé, un problème au cœur, au moment même de la présentation du film à Cannes. Le film était présenté à Cannes le 11 mai, 10 jours avant l'opération de Juliette, nous avions rendez-vous avec le chirurgien. Je le vois encore prendre son agenda, le feuilleter et nous dire « Est-ce que le 11 mai, ça vous va ?» Je n'ai pas osé dire non, c'était ma fille d'abord, bien entendu. Je me suis donc retrouvé à me faire flinguer avec Le Grand Bleu le 11, donc avec les fameuses critiques de la Projopresse où le film s'est fait étriller. Et 2 jours plus tard, je passais 7 heures dans une salle d'attente pour savoir si ma fille allait survivre, être guérie. Le reste, bien évidemment, n'avait plus d'importance. Et curieusement, quand Juliette est allée mieux, le film s'est mis à marcher. Une très jolie histoire. Alors Le Grand Bleu ressortira quelques temps plus tard dans une version longue qui dure 2h40. Et alors, chose amusante, c'est l'affiche de cette version longue qui m'avait frappé à l'époque et qui me frappe encore maintenant. Tu as la même affiche avec plein de dauphins et puis cette fameuse tagline qui dit « Surtout n'y allez pas, ça dure 3 heures ». En réponse un petit peu à toutes les critiques négatives, à tout ce qu'on dit de Luc Besson dans la presse, une façon de faire un pied de nez un petit peu, d'imaginer en fait la presse dire ça du film, dire surtout n'y allez pas, c'est chiant, c'est du Luc Besson et tout ça. Un pied de nez qu'il envoie à la presse, une presse qu'il a clairement toujours dénigré, et il est clair que le divorce entre lui et la critique va s'opérer à partir du Grand Bleu. Alors moi j'aime beaucoup cette version longue, je la recommande pour ceux qui ne l'ont pas vue bien évidemment, moi je la regarde toujours avec plaisir. Je ne suis pas sûr qu'elle soit indispensable, moi je pense que la version qui était présentée en salle était largement suffisante, mais la version longue va présenter un peu plus de scènes avec Rosanna Arquette, qui va un peu plus exploiter le personnage, et puis évidemment on va rajouter beaucoup de séquences assez spectaculaires dans cette version longue. Donc si vous voulez faire un kiff de 3 heures, vous évader, bah faites-le quoi, la version longue direct, et si vous le pouvez bien évidemment,
en HD, en Blu-ray, c'est hautement recommandable. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Le Grand Bleu, ce film que j'adore. Oui, effectivement, c'est le film d'une génération et j'espère que ce film a pu traverser les années et que ce n'est pas forcément que le film de notre génération à nous qui ont vécu la sortie du film en 88. J'espère que les autres générations, celles qui sont arrivées plus tard, aiment autant le film que nous, on l'a aimé. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!